Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc pour ce nouveau numéro de l'échiquier international en direct de HAL24 News, un numéro qui sera consacré aujourd'hui, bien entendu, à la crise entre la Pologne et justement Kiev, après une lune de miel donc qui semblait bien partie pour durer au début du conflit en Ukraine. Rien ne va plus entre Kiev et Varsovie depuis quelque temps. C'est carrément la crise et les critiques flagrantes de Zelensky en direction de la Pologne ont fait que tendre davantage la situation. C'est une annonce marquante depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a déclenché cette crise, ou plutôt entre la Pologne et l'Ukraine qui a déclenché cette crise. Mercredi 20 septembre, la Pologne, alliée de Kiev, a annoncé la suspension de ses livraisons d'armes à son pays voisin. Pourquoi une telle décision? Quelles peuvent en être les conséquences? C'est ce que nous tenterons de savoir de suite ce soir avec nos deux invités. Alors, nous allons débattre ce soir avec Dimitri de Koshko, journaliste français. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Dimitri de Koshko, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tout le monde. Et bien sûr, nous allons Nicolas Mirkovic, analyste des géopolitiques européennes et américaines. Vous êtes également auteur de Martyrs du Kosovo, édition Picolec. Et bienvenue au Kosovo, monsieur Nicolas Mirkovic. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour cette invitation. Alors pour commencer, on va le faire avec vous. Coup de froid donc entre l'Ukraine et la Pologne. Varsovie cesse ses livraisons d'armes à Kiev, tandis que Volodymyr Zelensky, lui, accable son voisin avec des mots très durs. Comment expliquer cette tension assez soudaine, il faut le dire, entre les deux pays, pourtant par le passé alliés? Je pense qu'il faut analyser tout d'abord ce qui se passe sur le terrain. On voit que l'OTAN est loin d'être un groupe homogène, uni. Je pense que cela soit à Washington, à Bruxelles ou à Mons, au sein du SHEP, beaucoup de personnes dans le camp atlantiste, ou on va dire sinon occidental au sens péjoratif du terme, pensaient que la contre-offensive ukrainienne contre la Russie allait être quasiment une balade dans le parc, que ça allait être quelque chose d'assez facile. On se souvient que le Premier ministre français, au début de 2022, avait dit que l'Ouest ferait s'effondrer l'économie russe. Or, on arrive bientôt à la fin de la deuxième année de cette guerre, et ce n'est pas la situation. Et on voit beaucoup de fissures au sein même du camp atlantiste, parce que c'est un revers important. Ce qu'ils pensaient pouvoir réaliser en assez peu de temps, eh bien, ils se rendent compte que ça va être plus compliqué que prévu. Et évidemment, quand il y a de la complexité, quand il y a de la frustration, quand il y a des échecs, eh bien, les alliés d'un jour deviennent vite des ennemis. La Pologne et l'Ukraine entretiennent des relations compliquées, extrêmement compliquées. N'oublions pas que des milices, des SS ukrainiens ont massacré des Polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a même vu qu'un de ces SS était célébré par le Premier ministre canadien Trudeau, par Volodymyr Zelensky lui-même et toute l'Assemblée nationale du Canada, ce qui a fait beaucoup de peine, évidemment, aux Polonais qui se souviennent de cette violence, de ces meurtres. N'oublions pas que l'ouest de l'Ukraine aujourd'hui appartenait avant à la Pologne. Oui. Je pense que c'est une espèce de ressenti et d'impression que l'Ukraine ne valorise pas ce que la Pologne fait pour elle. Et donc ces tensions apparaissent au grand jour, que cela concerne les armements, les céréales ou d'autres sujets. On voit qu'il y a vraiment quasiment un conflit. N'oublions pas que Kiev a porté plainte contre la Pologne devant l'OMC. Donc la Pologne donne des armes, aide l'Ukraine, et l'Ukraine porte plainte contre elle parce qu'elle n'a pas prêt ses céréales. Donc voilà, je pense, quelques-unes des raisons qui expliquent cette situation tendue au sein du camp atlantiste, notamment entre l'Ukraine et la Pologne. Ben justement, on va voir que la question de céréales n'est pas la seule à être un petit peu sujet de discorde entre les deux pays. On va le voir, Monsieur de Koshko. Alors, tout est parti de cette décision justement du gouvernement conservateur polonais, il y a quelques semaines de cela, qui a refusé justement d'importer des céréales ukrainiennes pour favoriser la production nationale polonaise. Alors, on va comprendre qu'aujourd'hui, la décision a été prise, il y a un accord, ils se sont mis d'accord, mais est-ce que cela est suffisant justement pour dépasser cette brouille?
Alors disons que ça a été un déclencheur, cette brouille, effectivement, tout ce qu'a dit Nicolas Merkovitch est évidemment tout à fait correct. Cette brouille, effectivement, s'est déclenchée à cause de la plainte qui a été posée par l'Ukraine contre la Pologne à propos de l'interdiction des céréales, de l'importation des céréales ukrainiennes, qui est là aussi un jeu de mensonges du camp occidental et otano-kievien, puisque logiquement, l'accord céréalier qui a été fait avec la Russie et qui a été en fait encore une nouvelle façon de tromper la Russie, prévoyait de fournir essentiellement des céréales aux pays qui en avaient le plus besoin et les pays les plus pauvres. Mais il se trouve que tout est compliqué par le fait que la plupart des champs des terres arables ukrainiennes ont été achetés par des grandes compagnies américaines et que en fait l'exportation des céréales ukrainiennes, c'est l'exportation pour des grandes compagnies américaines. Donc, quand la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie se sont opposés à cette exportation qui ruinait effectivement leurs agriculteurs, or, il ne faut pas oublier qu'il y aura bientôt des élections en Pologne et que le parti d'opposition de M. Tusk, qui est un ancien du gouvernement polonais aussi, disons, talonne la majorité actuelle. Donc, ils ne peuvent pas perdre les voix, notamment de la paysannerie polonaise, et les démarches actuelles un peu visibles contre le gouvernement kievien sont aussi dues à ces aspects-là. Il est bien évident aussi que le rapport entre la Pologne et l'Ukraine sont toujours des rapports assez ambigus. Comme l'a rappelé Nicolas, sur la Galicie, toute la partie ouest et la Volhynie était, ne l'oubliez pas, cédée à la Pologne après l'écrasement de l'Empire austro-hongrois en 1918. Et donc c'était des terres considérées par les Polonais comme polonaises. Et évidemment, la proximité est là, même y compris religieuse d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de catholiques qu'on appelle uniates, justement dans ces terres-là, et ça fait partie du conflit à l'intérieur de l'Ukraine, notamment contre l'Est de l'Ukraine, qui explique la guerre civile qui a donné lieu à la situation actuelle. Mais les Polonais, traditionnellement, qui avant la domination austro-hongroise avaient aussi une domination sur ces terres-là de l'Ukraine, les relations ukraino-polonaises sont très compliquées parce que si les Polonais détestent les Russes, il faut bien dire qu'ils méprisent souverainement les Ukrainiens. Et c'est quelque chose qui est très, très implanté dans la relation entre les populations et que, effectivement, les détachements nazis des Ukrainiens pendant la guerre ont fait payer aux Polonais en massacrant à peu près 80 000 Polonais dans les régions de Volhynie, c'est-à-dire dans l'ouest justement de l'Ukraine ou, si vous préférez, l'est de la Pologne. Et ça, c'est des choses que les Polonais n'ont pas pardonnées, même si elles les ont mises sous le boisseau depuis qu'il y a l'intervention militaire spéciale des Russes en Ukraine. Donc les choses sont compliquées. Il y a en plus un aspect, une ambition géopolitique, une vieille nostalgie de la Pologne, et notamment des cercles les plus nationalistes polonais, de reconstituer ce qu'ils appellent le royaume des deux mers. Aujourd'hui, ils parlent même des trois mers, c'est-à-dire de la Baltique à la mer Noire, voire jusqu'à la mer Adriatique. Et c'est aujourd'hui un thème que la Pologne pense pouvoir pousser parce que les Américains veulent visiblement essayer d'entretenir ou d'encourager l'idée de faire cet État tampon, un État tampon entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. Et évidemment, pour reconstituer ce royaume des deux mers, il faudrait notamment reprendre la Galicie et la Volhynie. Évidemment, il faudrait aller aussi plus loin, parce qu'il y a aussi la Moldavie qui va être en question. Oui, oui. Et une partie de la Roumanie, sans doute. Donc, c'est pas joué, c'est compliqué. Mais tout ça doit être en arrière-fond lorsqu'on voit les relations polono-ukrainiennes qui ne sont pas aussi idylliques qu'il y paraît.
Oui. Alors justement, on va voir que par ce désaccord ou cette brouille va un petit peu lever le voile sur des désaccords justement au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne, contrairement à cette unité qu'on voulait justement démontrer. Alors mercredi, on le rappelle, 20 septembre, à la tribune des Nations Unies, Volodymyr Zelensky a déclaré en ces termes: c'est alarmant de voir comment certains de nos amis en Europe jouent la carte de la solidarité sur le théâtre politique et en coulisses, font le jeu de Moscou. C'est une accusation très ouverte donc à l'encontre de la Pologne. Mais avant de développer donc le thème, je vous propose d'abord de voir ce sujet signé Sohila Akilel. Kiev et Varsovie semblent avoir trouvé enfin un terrain d'entente et mis leurs différends de côté. Les deux pays ont en effet annoncé une décision qui permettra d'accélérer le transit des céréales ukrainiennes vers d'autres pays. L'accord en question stipule qu'à partir de demain, les contrôles concernant les céréales seront assumés par la Lituanie et effectués dans un port lituanien. Nous nous sommes mis d'accord sur une question importante. La Pologne continuera à construire des corridors de transit, car c'est bon pour les agriculteurs polonais, pour l'Ukraine, pour l'Union européenne et pour le monde entier, puisque les céréales ukrainiennes devraient être acheminées vers les régions qui en manquent. Il s'agit là d'un premier accord entre la Pologne et l'Ukraine depuis le début de la crise diplomatique entre les deux pays, provoquée par l'embargo polonais sur les importations de céréales ukrainiennes. Varsovie ayant indiqué vouloir protéger son marché et ses agriculteurs contre l'effondrement des prix de ces produits. Depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022, les pays voisins de Kiev sont devenus incontournables pour le transit des céréales ukrainiennes vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Les voisins de l'Ukraine ont connu un afflux de grains après la levée des droits de douane de l'Union européenne en mai 2022. À cause du manque de surveillance et de fraude massive, les céréales sont restées en Europe centrale, ce qui a engendré une saturation des silos et l'effondrement des prix locaux. En réaction, plusieurs pays concernés ont décrété un embargo unilatéral, approuvé formellement par Bruxelles. L'accord a expiré mi-septembre et la Commission européenne a décidé de ne pas le renouveler. La Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont décidé de leur côté de prolonger cet embargo, ce qui a conduit l'Ukraine à porter plainte devant l'OMC. Nicolas Mirkovic, une attaque que la Pologne a très mal pris d'ailleurs, il faut le dire, autant que le pays aide d'ailleurs depuis déjà le début du conflit en Ukraine, énormément l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas ? La Pologne est peut-être un des plus grands défenseurs de l'Ukraine, juste derrière, enfin de l'Ukraine de Kiev, de Zelensky, depuis le début du conflit, juste derrière les États-Unis. La Pologne a donné des armes, il y a des milliers de mercenaires polonais, la Pologne accueille des centaines de milliers d'Ukrainiens, ce qui crée d'ailleurs des conflits avec la société polonaise aujourd'hui. Et la Pologne a l'impression de se prendre un coup de poignard dans le dos. Et c'est vrai que la réaction de Zelensky est un peu surprenante, parce que sans l'aide étrangère, le conflit s'arrêterait tout de suite. Sans l'aide de Washington, de l'OTAN, de Bruxelles, le conflit s'arrête. Ça, c'est une évidence. Et voilà que Zelensky ne semble pas bien contrôler la diplomatie, en tout cas les règles de la diplomatie publique, ou alors peut-être se sent-il pousser des ailes parce qu'il est très soutenu par l'administration Biden, donc il se sent capable de parler à son pays voisin, qui est un de ses plus grands donateurs, comme s'il était lui-même le chef de la Pologne. Mais c'est évidemment très très mal vu, et par le gouvernement polonais, qui a quand même comparé, le président Andrzej Duda a comparé la Pologne à une personne qui se noie. C'est quand même des paroles très très fortes, dures. Très très dures. Et de nombreux Polonais aussi ne comprennent pas la situation, parce que évidemment on arrive à la fin de 2023, on ne voit toujours pas de victoire ukrainienne en vue, on voit plutôt même le contraire qui semble se parer, en tout cas un état d'une victoire militaire qui n'est pas présente aujourd'hui. Les Polonais se posent des questions, et comme l'a très justement rappelé Dimitri il y a quelques instants, il y a des élections qui vont arriver en Pologne. Il y a eu une manifestation il y a quelques jours de plusieurs centaines de milliers de Polonais dans les rues de Varsovie. Il n'est pas du tout dit que le gouvernement en place puisse rester. Donc je pense que la Pologne joue un jeu un peu risqué. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui vraiment, moi, je pense, pousse à ces tensions, ce qui pousse à l'exaspération, ce qui pousse à ces fissures qui se créent au sein du camp atlantiste, c'est le fait que l'Ukraine ne s'en sort pas aussi bien qu'il le pensait,
que la situation est très difficile et qu'avec le jeu des élections, on a bien vu ce qui s'est passé en Slovaquie. Ces derniers jours, là, en Slovaquie, c'est le candidat qui est plutôt, on va dire, anti-système, en tout cas, c'est un candidat socialiste qui lui dit que la guerre a été créée par des militants fascistes sur le Maïdan en 2014 contre les Russes. Donc ça, c'est la Slovaquie est membre de l'OTAN, la Slovaquie est membre de l'Union européenne, et je pense qu'il y a des gouvernements au sein de l'Union européenne qui sont également membres de l'OTAN qui ont peur de ces réactions parce que les peuples européens comprennent de moins en moins ce soutien aveugle auprès de Zelensky. Zelensky qui salue des anciens soldats SS nazis au Canada et qui engouffre qui reçoit des milliards de plus de 100 milliards d'aides de la part des États-Unis et de l'Union européenne, du Japon, enfin des pays atlantistes. Oui. Pour quel effet? Pour que la guerre continue, pour qu'on puisse pas négocier de paix. La paix et la Pologne, qui est donc le premier pays frontalier, qui a également des enjeux géostratégiques dans la région, commence un peu à paniquer à cause de ce soutien un peu tête baissée qu'elle a apporté à l'Ukraine dès le début de 2022. Oui, alors très bien. Dimitri Dukoshko, alors il faut dire qu'après ces attaques très virulentes donc à l'encontre de la Pologne, il y a eu la convocation de l'ambassadeur ukrainien à Varsovie et l'annonce dans la foulée de la suspension des livraisons d'armes à Kiev. Alors, est-ce que par ces décisions, la Pologne ne cherche pas quelque part à se détacher progressivement de son rapprochement donc avec Kiev qui était témoigné au début du conflit en Ukraine? Je ne pense pas que ce soit vraiment cela. Pour s'éloigner. Je pense que on a affaire à des manœuvres qui sont à la fois de politique intérieure à cause de l'imminence des élections, justement, à cause pour ces élections, il y a effectivement une certaine exaspération dans une partie de l'opinion polonaise des réfugiés ukrainiens qui ne se conduisent pas toujours d'une manière que les Polonais attendraient d'eux, si vous voulez. En plus de ça, cette histoire du SS salué au Parlement canadien et notamment par Zelensky, qui n'a pas dit un seul mot d'ailleurs après, alors que même Trudeau s'est cru obligé d'essayer de faire des excuses, de faire passer la patate chaude au président du Parlement canadien, qui a été obligé de démissionner après la présentation du SS, qui est justement membre, qui a été un des soldats de la division SS Galichida, qui a massacré les Polonais en Volhynie quand même. Donc ça c'est un peu fort de café au moment où justement l'Ukraine se permet de poser une plainte à l'OMC contre la Pologne, et au moment où effectivement la Pologne, encore une fois, considère l'Ukraine toujours avec une certaine condescendance historique que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc tout ça fait que effectivement la Pologne prend un peu de distance. Maintenant sur l'arrêt de livraison d'armes, en ce moment il y a simplement une baisse sans doute d'arrivée, mais il y a énormément de bluff sur l'affaire des livraisons d'armes, et l'Ukraine aujourd'hui, tous les témoignages que j'en ai en tout cas, regorgent d'armes occidentales, de techniques occidentales. Alors c'est vrai que c'est souvent du matériel ancien, c'est du matériel qui quelquefois n'est pas très facilement utilisable parce que très dépareillé, mais il n'empêche qu'il apporte beaucoup la mort sur les lieux des combats. Donc c'est vrai que c'est parce que l'OTAN, les Occidentaux mettent du matériel, de l'argent et aussi des soldats polonais sur le territoire ukrainien. Les soldats russes disent qu'il y a beaucoup de conversations d'en face qu'ils captent qui sont carrément en polonais. C'est-à-dire il y a des unités entières de Polonais qui combattent du côté kievien, otano-kievien. D'où le fait que cette guerre n'est effectivement plus uniquement la été remarquée, mais en tout cas sur le terrain, ça risque d'aller plus loin qu'une guerre de la part des USA jusqu'au dernier Ukrainien. Il va peut-être falloir envisager aussi des Polonais et des Baltes. C'est peut-être aussi ça qui a fait que le président Duda
a dit que l'Ukraine se conduit comme un homme qui se noie et qui s'accroche à n'importe qui et serait prêt à entraîner les personnes auxquelles il s'accroche dans la noyade, ce que la Pologne ne veut pas. Oui, et justement, je disais tout à l'heure, Nicolas Mirkovic, est-ce que justement, si vous voulez, cette brouille ou ce manque de cohésion n'est pas préjudiciable ou un coup dur porté à la cohésion avec l'OTAN? Il faut dire que depuis quelque temps, la Pologne a également une crise avec l'Europe, puisque de toute façon, elle a été sous sanction pour ce qui est des dérives donc autoritaires, des crédits qui ont été suspendus. Est-ce que le fait que la Pologne se sente un petit peu mal à l'aise aujourd'hui se traduit justement par cette crise céréalière? Oui, la Pologne a du mal à trouver sa place au sein de l'Union européenne. Juste avant la crise ukrainienne telle qu'elle a explosé en 2022, la Pologne était vue vraiment comme un enfant perturbateur, puisque les Polonais ne voulaient pas recevoir les immigrés qui avaient été accueillis, en tout cas reçus dans les pays d'Europe de l'Ouest. La Pologne ne voulait pas reconnaître le droit européen en ce qui concerne la justice. Donc on voyait bien que la Pologne était quasiment sous sanction, menacée. Bruxelles avait menacé Varsovie de ne pas verser des subventions. Et il faut rappeler que la Pologne est récipiendaire net de l'Union européenne. C'est qu'elle reçoit beaucoup plus d'argent, elle reçoit plus d'argent qu'elle en donne. Elle était dans une situation très délicate et avec la guerre, évidemment, elle a pris le rôle de tête de classe, d'élève modèle. Et le reste de l'Europe a vite oublié les affres polonaises concernant les sujets qu'on vient de citer. La Pologne a du mal. Et on voit bien qu'elle n'est pas seule. D'autres pays européens qui ont des positions parfois même différentes sur l'Ukraine ne se retrouvent pas dans la politique européenne. Et je pense que ça montre aussi que la diplomatie européenne est un échec. Qu'en effet, à la fin, chaque pays cherche son propre intérêt. Ça n'existe pas l'intérêt de l'Union européenne. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup, je pense, de menaces aussi. Puis quand on parle de millions d'euros, de centaines de millions d'euros de subventions, ça fait réfléchir plus d'un gouvernement. Mais on montre surtout que l'Union européenne est faible politiquement. Et ce n'est pas quelque chose qui est connu. Je pense que c'est plus que jamais sous la lumière, en tout cas sorti au grand jour. La diplomatie européenne ne fonctionne pas autrement que par des menaces et que la Pologne aujourd'hui a cette situation de guerre à sa frontière. Tant qu'elle aura la même voix que les États-Unis, que l'OTAN, eh bien, il lui sera pardonné ses positions, on va dire, nationales ou de volonté de respect de sa souveraineté nationale sur les sujets d'immigration, de la morale, de la justice. Mais sitôt la guerre terminée, et on espère tous qu'elle se termine bientôt, la Pologne sera de nouveau vue comme un enfant terrible de l'Union européenne. Et je pense que les Polonais le savent. Et ça, c'est très important parce que justement, dans ces différentes élections, on va avoir des élections européennes dans les mois qui viennent. Et je pense que dans les urnes, il va y avoir un rejet important de ces partis de gouvernement qui poussent les Européens à la guerre, et qui soutiennent aveuglement la politique étrangère de l'Union européenne, qui est un échec total. Et il y a aussi une crainte à Bruxelles de cette liberté que de plus en plus de pays de l'Union européenne veulent prendre à l'égard des positions officielles des dogmes, on va dire, de Bruxelles aujourd'hui. Dimitri Dukoshko, alors est-ce que cette brouille sur le long terme risque justement d'avoir des répercussions directes sur l'Ukraine? La Pologne est effectivement dans une situation un peu paradoxale puisque d'un côté, dans l'ensemble de son opinion publique et de ses gouvernements, ils ont des choix qui sont plutôt au niveau de l'Union européenne, proches de ceux de Orban par exemple, ou de celui qui vient d'obtenir la majorité en Slovaquie. Mais à côté de ça, elle trouve tout son bénéfice à être la plus teigneuse possible et par vocation historique, je dirais, et en plus pour des intérêts du fait qu'elle est récipiendaire de tous les fonds européens et américains. Oui. Donc il faut qu'elle soit la plus agressive possible contre la Russie et apparaître en pointe pour la guerre en Ukraine contre effectivement l'intervention russe et contre les républiques de l'Est de l'Ukraine qui sont maintenant absorbées par la Russie. Alors évidemment, d'un côté, il serait plutôt plus proche, même paradoxalement, de la Russie
qui a dénoncé, par exemple, certaines, entre guillemets, valeurs occidentales comme les LGBT partout, d'autres aspects des choses qui sont peu appréciés en Pologne, comme ils ne sont pas appréciés en Hongrie, comme ils ne sont pas appréciés dans beaucoup d'autres pays européens. Et effectivement, les élections européennes vont peut-être montrer quelque chose. Maintenant, à quel point est-ce que le Parlement européen peut avoir un pouvoir contre la Commission européenne qui est nommée sans aucune intervention démocratique? Ça, c'est une autre question. Donc, pour la suite, pour l'instant, tant que la Pologne a intérêt à recevoir pour aider l'Ukraine et donc à se servir un peu au passage, hein, bien évidemment, elle continuera de toute façon à s'impliquer. Là, n'oubliez pas encore une fois des soldats en Ukraine qui combattent. Et puis, il y a cette vieille ambition de la reprise de la Galicie. Et peut-être qu'un arrangement diplomatique à la fin du conflit passera par un découpage de l'Ukraine, notamment entre la Russie, la Hongrie, la Roumanie et la Pologne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dimitri de Koshko. Je rappelle que vous êtes journaliste français, que vous étiez avec nous donc par Skype depuis Paris. Merci à Nicolas Mirkovic, analyste des géopolitiques européennes et américaines et notamment auteur de plusieurs ouvrages. Merci d'avoir enrichi le débat. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour une autre question de l'échiquier international. Au revoir.